Je me souviens bien VIH-Sida à l'OMS pendant quelques années et actuellement il est à nouveau CDC mais au Kenya, à Nairobi. Je pense que Jean-François veut dire quelques mots de plus sur Kevin. Donc je lui passe la parole avant que Kevin fasse sa présentation sur la lutte contre la tuberculose, le nouvel élan. Non, juste très rapidement, je voudrais demander à la salle, avant même qu'il ait fait son topo, d'applaudir très fortement Kevin Decor, qui est un grand monsieur de l'histoire du VIH et qui nous a beaucoup aidé sur la communauté française et qui associe à la fois la science mais aussi un grand humanisme. Donc on est très content de l'avoir ce matin. Françoise et Jean-François, merci beaucoup. Ça, c'était très, très généreux. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité, et surtout mon grand ami, mon ancien ami, professeur François Dabis. C'est vraiment un honneur pour moi, un petit flamand, de parler devant cette grande conférence de la francophonie. Je parle en français, mes diapos sont en anglais, j'espère que ça ne gêne pas. Dans cette présentation sur la tuberculose, dans ce moment des objectifs de développement durable, des objectifs que la communauté internationale, auxquels la communauté s'est engagée, je vais revoir l'épidémiologie de la tuberculose et ses tendances et poser la question, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Je vais vous rappeler que la tuberculose est très diverse, discuter quelques avances et des vrais défis, faire un commentaire sur la politique et le financement et avant de conclure. En 2016, il y avait plus de 10 millions de nouveaux cas de tuberculose, 1,7 million de décès. 25% de ces cas étaient dans la région africaine, 62% en Asie du Sud-Est ou dans le Pacifique occidental. Et dans 5 pays, dont 3 en Afrique, l'incidence annuelle était au-dessus de 500 par 100 000 habitants par an. Ces 3 pays, le Lesotho, la Mozambique et évidemment l'Afrique du Sud. Et dans ce contexte, dans ce concours macabre pour voir quelle est la cause infectieuse la plus importante de mortalité, il semble que la tuberculose a émergé comme la seule maladie qui a gagné. C'est vrai qu'il y a plus de décès dus aux maladies respiratoires ou aux maladies diarrhéiques, mais ce sont des groupes de maladies et l'infection la plus importante comme cause de décès, plus que le VIH maintenant, c'est la tuberculose. Comme vous le savez, en 2015, l'Assemblée générale des Nations unies s'est engagée aux 17 objectifs de développement durable avec leurs 169 cibles. Le SDG 3, l'objectif numéro 3, le seul dévoué à la santé, et demande une fin avant l'année de 2030, une fin aux épidémies de sida, tuberculose et paludisme. Et l'Assemblée mondiale de la santé, au fond le Parlement mondial pour la santé, a soutenu la stratégie de l'OMS de finir la tuberculose, the NTB strategy, qui demande avant l'année 2035 une réduction de 95% dans les décès, une réduction de 90% en incidence comparé à 2015, et aussi qu'aucune famille ne soit affectée par des coûts catastrophiques dus à la tuberculose. La stratégie demande que la tuberculose soit éliminée avant 2050, et ça veut dire, enfin défini pour cette maladie, cette fois, et ça me rappelle la très bonne discussion hier sur la fin du sida, c'est essentiel qu'on définisse nos objectifs. Pour la tuberculose, élimination veut dire une incidence moins qu'un cas par million d'habitants par an. Et cette figure d'un papier de Chris Dye et ses collègues montre qu'actuellement, la ligne supérieure en bleu, que la tuberculose se réduit
par 2% annuellement actuellement. Si on mettait en œuvre toutes les stratégies et les interventions possibles actuellement, ça pourrait probablement arriver à une réduction annuelle de 10%, mais pour achever l'élimination, il nous faut une réduction annuelle de 20%. Et avec les outils actuels, ça, c'est probablement pas possible. Et nous devons conclure que c'est fort improbable que nous allons achever ces objectifs d'élimination. Et mondialement, actuellement, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Mais il y a quand même beaucoup d'espoir et le monde est très hétérogène et dans certains pays, beaucoup peut être achevé. La tuberculose est une infection, mais au fond, c'est plus qu'une maladie. Et je dois dire, à cause de manque de temps, je ne vais pas discuter la tuberculose chez l'enfant, un sujet angoissant, important, mais je ne vais pas le discuter plus loin. 3 maladies, la tuberculose classique, la tuberculose liée au VIH et la maladie multirésistante ou extensivement résistante. Tuberculose liée au VIH est responsable de 13% des cas mondialement, mais pour 22% des décès. Et annuellement, il y a à peu près 600 000 cas de maladies multirésistantes ou extensivement résistantes et un quart d'un million de décès. Et presque la moitié de tous ces décès de maladies résistantes sont en Inde, en Chine ou en Russie. Ces cartes de l'OMS nous montrent la distribution de la tuberculose à travers le monde. Le plus grand nombre de cas, la carte à gauche, le plus grand nombre de cas se trouve dans les vastes populations de l'Asie et de la région Pacifique, tandis que l'incidence, donc le taux d'incidence est le plus élevé en Afrique sous-saharienne, les taux les plus élevés en vert foncé. C'est l'Afrique australe, à gauche, c'est l'Afrique australe qui a les taux de prévalence du VIH les plus élevés chez les tuberculeux. Bleu foncé, les prévalences les plus élevées. Et la carte à droite montre la distribution proportionnelle des cas multirésistants, la proportion la plus importante au nord-est dans le monde. Il est vrai que le taux de mortalité, le nombre de décès dus à la tuberculose sont en train de se réduire. Et ça, c'est vrai pour les VIH positifs autant que pour les VIH négatifs. C'est vrai dans les deux cas. Néanmoins, le taux de mortalité chez les tuberculeux eux-mêmes, mondialement, reste à 16%, et en Afrique sous-saharienne, au-dessus de 20%, que je trouve remarquable quand vous pensez que la tuberculose, c'est une maladie qu'on peut prévenir, une maladie guérissable. Les discussions et les communications autour des décès dus à la tuberculose dans le contexte du sida sont complexes et souvent mal compris. Vous voyez, il y a en gris là au-dessous du diapo, on voit des décès chez les personnes VIH positives, des personnes classifiées comme ayant la tuberculose. On voit des personnes mourant de la tuberculose chez des personnes classées comme ayant le sida. Et c'est difficile à communiquer tout ça. Le fait, c'est que vous ne pouvez mourir qu'une fois, mais on peut vous compter beaucoup de fois. Notre compréhension de l'épidémiologie et des principes de contrôle était fort influencée par les travaux de Karl Stiblo, disparu en 1998. Stiblo argumentait, a trouvé qu'un risque annuel d'infection de 1% par an était associé avec une incidence de tuberculose crachat positif de 50 cas par 100 000 personnes annuellement, dont la moitié serait mort dans 2 ans
sans traitement. Donc, il y avait une relation stable et bien définie entre mortalité, incidence et prévalence. Et au début des années 90, l'OMS a déclaré que la tuberculose représentait une urgence mondiale et a défini la stratégie de DOTS, Directly Observed Therapy, short course, basée sur la détection passive des cas, avec la priorité sur les cas crachat positifs à base de microscopie traditionnelle. Il mettait l'accent sur une approche standardisée, évaluation standardisée et un approvisionnement des médicaments sécurisé. C'était John Lennon, je pense, John Lennon des Beatles, qui disait qu'au fond, la vie, c'est ce qui vous passe quand vous êtes en train de planifier autre chose. Et ces suppositions, ces compréhensions n'ont pas tenu. Et la tuberculose a échappé au contrôle devant des défis comme le VIH, la résistance aux médicaments, la transmission continuelle et l'infection latente. Et notre interprétation des mesurements et les méthodologies de mesurement ont aussi évalué. On dépend beaucoup maintenant sur les modèles mathématiques pour faire le pont entre la notification des cas qui donne toujours une sous-estimation et la vraie incidence de la maladie. Des études de prévalence et des mesurements de risque annuel d'infection restent importants pour comprendre le fardeau de la maladie et des variations régionales. Des commentaires importants étaient publiés à différents moments pour argumenter que DOTS seul ne suffisait pas et qu'avec DOTS seul, on n'allait pas achever les objectifs ambitieux que j'ai décrits. Et les diapos qui suivent vont montrer quelques-uns des défis devant nous, mais aussi quelques avances scientifiques en regard à la tuberculose. Et je vais pas tous les discuter à cause de manque de temps, mais quand même focaliser sur quelques-uns. Bien que la tuberculose soit guérissable, un minimum de 6 mois de traitement est nécessaire et nous n'avons pas de vaccin efficace. Peut-être il n'est pas efficace du tout, peut-être il protège contre la maladie sévère chez les enfants. En tout cas, ce n'est pas un vaccin, le BCG, ce n'est pas un vaccin qui va contrôler l'épidémie. Et deux problèmes fondamentaux sont la transmission continuelle devant notre stratégie passive de détecter les cas et le réseau d'infections latentes. Il y a à peu près 2 milliards de personnes dans le monde qui sont infectés avec le bacille de Koch. Dans 10% de ces gens, cette infection va se réactiver pendant leur vie et actuellement, nous ne faisons pas une priorité du traitement préventif. Et comme c'est impossible de traiter 2 milliards de personnes, il nous faut des meilleures approches pour diagnostiquer ceux qui ont une infection latente et ceux qui sont le plus à risque de réactivation. Il y a eu des importantes avances avec l'introduction des diagnostics moléculaires, l'utilisation de séquences complètes du génome pour étudier les chaînes de transmission et la démonstration d'efficacité d'un régime préventif de 1 mois. À Croy, juste le mois passé, Croy à Boston, Dick Chason a présenté des données montrant qu'un régime de 1 mois de rifapentine et isoniazide était non inférieur à un régime de 9 mois de traitement préventif avec isoniazide seul. C'était chez des personnes VIH positives. On suppose que ça va être vrai aussi pour les personnes négatives, mais cela doit être montré. Concernant la tuberculose liée au VIH, nous avons des bonnes données pour montrer l'importance de l'introduction des antirétroviraux d'une façon précoce. Mais un défi reste la présentation tardive avec immunodéficience avancée de pas mal de malades en Afrique associés avec une mortalité très élevée.
Des avances diagnostiques comme l'introduction de GeneXpert, les tests moléculaires, ça représente une avance importante, mais en même temps frustrant parce que nous n'avons pas montré une réduction de mortalité, même avec ces outils puissants. Le syndrome de reconstitution immunitaire peut être difficile à gérer, et cela est une question importante quand nous parlons d'augmenter l'accès au dolutegravir qui donne quand même une chute de charge virale brutale. Le traitement avec les antirétroviraux certainement réduit la tuberculose. Probablement, l'incidence est réduite par 2/3, à peu près 60 à 65% chez des personnes VIH positives, bien montré dans différentes études et méta-analyses. Et cela veut dire qu'en Afrique actuellement, la tuberculose chez les VIH positifs est en train de se réduire plus rapidement que chez les séronégatifs, comme montré à droite sur la dia des données du Kenya. Pour comprendre les tendances de tuberculose aujourd'hui dans des zones où la prévalence du VIH est élevée, c'est essentiel qu'on puisse dissecter ces données pour les VIH positifs, numérateurs et dénominateurs, et chez les personnes séronégatives. Je dois féliciter l'ANRS et tous les chercheurs associés pour l'étude Temprano. Vraiment, c'était une grande réussite, à part évidemment d'avoir montré le bénéfice du traitement antirétroviral précoce. Cette étude a aussi démontré l'effet de sauver des vies par le traitement préventif contre la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Ce protocole factoriel a montré que 6 mois d'isoniazide a mené à une réduction de 37% de mortalité indépendant de CD4 ou traitement antirétroviral. Les implications très importantes de ce travail sont que l'augmentation d'utilisation du traitement préventif immédiatement pour la tuberculose, qui est au fond la tuberculose qui est responsable pour au moins 1/3 des décès chez les personnes séropositives, c'est probablement la seule chose la plus importante qui peut réduire la mortalité actuellement. Aussi à CROI le mois passé, Gupta Wright a présenté des résultats d'un essai pragmatique utilisant le test pour le lipoarabinomannan dans l'urine chez des malades hospitalisés en Afrique du Sud et au Malawi. Les malades avaient leur crachat examiné par GeneXpert ou par microscopie traditionnelle et étaient randomisés pour avoir ou ne pas avoir le test urinaire pour le LAM. Et les résultats qui étaient rendus aux cliniciens étaient simplement si un des tests, microscopie, GeneXpert ou oui ou non le LAM, était positif. Une réduction de 23% de décès, de taux de mortalité, a été observée chez les malades avec un CD4 moins que 100 cellules par millimètre cube. Donc, une addition importante aux informations concernant la prise en charge des malades avec maladies très avancées, un sujet qui attire beaucoup plus d'attention récemment. Si on se tourne maintenant vers la maladie résistante, ce n'est pas un sujet facile. Le traitement est long, difficile, l'accès au diagnostic est limité, il y a certainement sous-estimation, sous-détection de ce problème, et vraiment ce sujet a été négligé. En ce qui concerne le traitement, ce n'est certainement pas un sujet pour le généraliste. Néanmoins, on a vu quelques progrès, il y a des régimes plus courts, et on a vu quelques nouveaux médicaments. Notre supposition a toujours été que la résistance est le résultat d'un traitement inadéquat, manque d'adhérence ou des niveaux de médicaments sous-thérapeutiques. Mais la résistance peut être primaire, le résultat d'une transmission des souches déjà multirésistantes ou extensivement résistantes.
Dans cette étude menée au KwaZulu-Natal, Shah et ses collègues ont étudié 404 malades avec tuberculose extensivement résistante. 77% de ces personnes étaient infectées au VIH. 69% n'avaient jamais été traités pour une maladie résistante. 84% des souches étaient génétiquement liées aux autres cas. 30% avaient des liens épidémiologiques classiques. Donc il faut conclure, certainement dans un contexte où le taux de prévalence du VIH est élevé, que beaucoup des cas, une grande proportion des cas de tuberculose multi- ou extensivement résistante sont activement transmis, ce qui renforce l'urgence et l'importance d'interrompre cette transmission. Parmi les nouveaux médicaments sont compris des molécules comme la bédaquiline et délaminide. On a vu les résultats de l'étude menée par le firme pharmaceutique japonais Otsuka, l'étude 213 présentée à la dernière conférence de l'Union internationale, qui a montré malheureusement que la délaminide ajoutée à des régimes traditionnels pour des maladies multirésistantes n'avait pas d'effet comparé à un placebo. À CROI l'année passée, Conradi a présenté des résultats préliminaires d'une étude pour la maladie extensivement résistante, une étude ouverte utilisant la prétonamide, bédaquiline et l'inésolide pour 6 mois. Et parmi 31 malades, ce n'est pas un grand nombre, mais quand même, avec 31 malades, ils ont trouvé 2 rechutes, 4 sont morts, mais les autres avaient des crachats négatifs, des cultures négatives à 6 mois. Ce sont quand même des résultats encourageants pour un régime à voie orale de court terme pour une maladie qui autrement a une mortalité bien au-dessus de 50%. Et on attend que l'OMS, cette année même, va revoir ses guidelines pour la gestion de la tuberculose résistante aux médicaments. Traditionnellement, les programmes de tuberculose ont été rigides, autoritaires, isolés, différents de nos approches au VIH, par exemple en mesure d'engagement des associations, des personnes vivant avec le VIH ou avec d'autres maladies. Mais je pense qu'un changement est en train de se faire, c'est déjà fait dans les attitudes. Et c'est marqué par exemple par les communications du programme de l'OMS qui parle de soins intégrés, des politiques audaces, des systèmes de soutien, une recherche approfondie, etc. Et on a vu récemment des réunions importantes des leaders politiques, par exemple la réunion interministérielle à Moscou le novembre passé, et je pense que Poutine a même montré son visage, la réunion du Stop TB partenariat en Inde le mois passé est très important et hautement attendu. La réunion sur la tuberculose à l'Assemblée générale au mois de septembre plus tard cette année. Un budget n'est pas simplement un document financier, mais c'est la chair, les muscles sur un squelette politique, sur un squelette de priorités politiques. Le financement international pour la santé mondiale est d'à peu près 38 milliards de dollars en 2016. Ça, essentiellement, n'a pas changé depuis autour 2010. Et de cette somme, presque la moitié va au sida, qui est montré à droite là en vert foncé. La moitié va au sida et à la santé maternelle et infantile en rose et en pourpre. La tuberculose, c'est une petite partie en bleu léger. Ça reçoit moins que 5% de ce financement international. En 2016, presque 7 milliards de dollars étaient dévoués au contrôle de la tuberculose, mais la grande majorité de cette somme, 84%,
venaient des ressources des pays eux-mêmes. Évidemment, il y avait des variations internationales importantes. En ce qui concerne la recherche, le tableau en bas, le NIH, le National Institutes of Health, le plus grand bailleur de fonds, le plus grand bailleur de la recherche biomédicale dans le monde, attribuait approximativement 290 millions de dollars pour la recherche sur la tuberculose en 2016, qui représente à peu près une dixième de la somme donnée pour le VIH, mais 46% plus que pour le paludisme. Donc on peut se poser la question, où est-ce qu'on va avec tout ça? Et nous devons nous rappeler que la tuberculose n'est pas simplement une maladie, c'est plus qu'une maladie. C'est aussi un marqueur, un indicateur d'un certain malaise social, un indicateur que tout ne va pas bien. Personne ne devrait mourir de la tuberculose. La tuberculose a toujours été et reste un indicateur d'une inégalité socio-économique et ensuite, et à cause de ça, une inégalité sanitaire. Et les facteurs qui augmentent la tuberculose incluent la pauvreté, manque d'abri, migration, des comportements comme l'utilisation du tabac, le diabète, surtout le VIH et autres facteurs. En ce qui concerne l'Afrique australe, il y a aussi des risques occupationnels qui ne sont pas discutés assez, je pense. Et je parle surtout de le rôle joué par l'extraction de l'or et l'industrie autour de ça, et le risque de maladie occupationnelle qui est la silicose. La silicose est un facteur de risque pour la tuberculose presque aussi puissant que le VIH et qui interagit d'une façon multiplicative avec le VIH. Je ne pense pas que c'est le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, l'extraction d'or représentait entre 5 et 10% du budget de l'Afrique du Sud. Comme le ministre de la Santé sud-africain, Dr Motsoaledi, a dit, si la tuberculose et les VIH sont un serpent en Afrique australe, la tête du serpent est ici en Afrique du Sud. Les gens viennent de partout dans la sous-région pour travailler dans nos mines. Ils exportent de l'argent, la tuberculose et les VIH. Si nous voulons tuer le serpent, il faut qu'on le tape sur la tête. Donc, comme nous pensons globalement de la tuberculose, de ce problème, il faut aussi focaliser localement avec des problèmes très spécifiques à différents environnements. Pour conclure, quels sont nos prospects? Quelle est la probabilité d'éliminer la tuberculose? Ce diapo, de nouveau, du papier de Chris Dye, montre les tendances actuelles et futures aux États-Unis à gauche et en Afrique du Sud à droite. Aux États-Unis, un pays de 325 millions de personnes, nous avons moins de 10 000 cas de tuberculose annuellement maintenant. Et au fond, aux États-Unis, on se trouve devant deux épidémies différentes. La tuberculose chez les personnes nées aux États-Unis, représentée par la ligne bleu foncé en bas, au-dessous de la dia à gauche, et la tuberculose chez les personnes nées en dehors du pays. Avec les conditions des programmes actuels, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour éliminer la tuberculose chez les personnes nées au VIH, c'est-à-dire avant l'année 2050, achever une incidence moins que 1 cas par million de personnes par an. Mais ce n'est pas le cas pour les personnes nées en dehors des États-Unis. En Afrique du Sud, à droite, la situation est complètement différente, avec une incidence actuelle de presque 1000 par 100 000 personnes par an. Et réfléchissez là-dessus. C'est une incidence de 1% annuellement dans toute la population. Pour arriver à ce chiffre, pour éliminer, il faudrait réduire l'incidence en Afrique du Sud 10 000 fois. Et ça, clairement, ce n'est pas possible.
Les deux lignes au-dessus de la diapositive montrent les tendances actuelles et ce qui pourrait être envisagé avec un accès universel aux antirétroviraux. Pas beaucoup. Avec l'utilisation d'autres outils comme détection active des cas, traitement de l'infection latente, traitement universel aux antirétroviraux, etc., on pourrait envisager une réduction de 10 fois, et ça devrait être possible. La transmission active, l'infection latente et la résistance aux médicaments sont les grands défis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le projet Manhattan, the Manhattan Project, était un effort très focalisé, très bien financé, un effort international très bien coordonné, qui a livré la première bombe atomique qui a mené à la fin de la guerre au Pacifique. Je me suis souvent demandé si une approche pareille, très focalisée, bien coordonnée, bien financée, très ciblée, pourrait mener à des meilleurs médicaments pour la tuberculose ou un vaccin. Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il nous faut la recherche. Le fameux virologue Bernard Fields a fait l'argument au début des années 90, juste avant l'introduction de la trithérapie pour le VIH, qu'il nous fallait une meilleure compréhension de la science fondamentale du VIH, que ça c'était essentiel pour des progrès. Je ne sais pas, mais il me semble qu'il nous faut les deux, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Mais certainement, les outils qu'on a pour la tuberculose actuellement sont inadéquats. Avec les outils qu'on a, l'impact le plus important va venir de détection active, la recherche active des cas pour interrompre la transmission, le traitement ciblé de l'infection latente et les antirétroviraux pour tous ceux qui en ont besoin. La résistance est une menace et si elle se répand ou si ça s'aggrave, nous pourrions être devant une épidémie de tuberculose qui est inguérissable. Et je pense que c'est essentiel de mettre ce challenge, ce défi de la résistance aux médicaments pour la tuberculose au centre d'autres discussions, autres agendas, comme la sécurité sanitaire mondiale et la résistance antimicrobienne. Deux agendas qui sont hautement prioritisés et discutés actuellement. Il nous faut une meilleure surveillance, meilleure évaluation de programmes, qu'on ait plus de données et des meilleures données. Pas pour dépendre moins sur les modèles mathématiques, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin, mais pour fournir des meilleures données, donc pour augmenter la qualité de ces modèles mathématiques. Et je pense que l'exemple de 90-90-90 et l'accent que ça met sur les responsabilités des uns et des autres, c'est un exemple que d'autres groupes et maladies pourraient utiliser. La surveillance pour la mortalité, une meilleure compréhension des causes de décès est critiquement important. Comme William Farr, c'était un des pères de l'épidémiologie moderne et des statistiques médicales, comme il a dit, le taux de mortalité, c'est une fête. Le reste, ce n'est que l'inférence. Et pour terminer, dans ce moment de Brexit, ce moment lamentable de Brexit, si je peux citer Winston Churchill, never give in, never, never, never. Jamais lâcher, jamais, jamais, jamais. Je vous remercie.